J'ai choisi deux points de vue. Le premier qui est de dire la dyspraxie n'existe pas, ou en tout cas il est bien rare qu'elle existe toute seule. Et puis le deuxième sujet, la dyspraxie dans l'ensemble des troubles des apprentissages est un trouble qui implique des conditions, et notamment des conditions d'accompagnement, de scolarisation et donc d'adaptation. Un dyspraxique, c'est quelque chose qui est frontalier avec les troubles des acquisitions de la coordination et les caractéristiques présentées par les IMC. Ça veut dire par exemple que si on s'intéresse à la posture, à la station debout et à la façon de marcher, contrairement à ce que nous avons l'habitude de dire nous, parents, on dit que la dyspraxie c'est un handicap invisible. Je peux vous dire qu'après un certain parcours dans ce monde-là, et en ayant observé ma fille pendant un certain nombre d'années, le handicap n'est pas tout à fait invisible. Et que la station, assise ou debout, la gestuelle, la pratique de la relation entre l'œil et la main, mais aussi entre son œil et le mien, sont des choses particulièrement compliquées. Et puis, il y a ce qui est le cœur de ce qu'on a voulu être le problème de la dyspraxie, c'est-à-dire celui qui correspond à écrire ou à jouer d'un instrument, par exemple. C'est-à-dire la capacité à apprendre et à exécuter de façon renouvelée, c'est-à-dire apprise, automatisée, un certain nombre de gestes pour un objectif finalisé. Ce handicap-là, l'école, c'est le lieu où il est révélé. Il est essentiel qu'on détecte l'enfant à l'école tôt, ou avant l'école si possible, quand c'est possible, parce qu'à l'école, ce trouble d'exécution prend toute son ampleur. Ces troubles sont maintenant définis par la Direction générale de la santé dans les troubles des apprentissages. C'est très difficile de répondre à la Direction générale de la santé ou au ministère de l'Éducation nationale qui peuvent dire, de temps en temps, ça leur est arrivé depuis 2005, la dyspraxie, ça n'existe pas vraiment. On va trouver un grand nombre de dyspraxiques qui sont aussi dyslexiques ou qui sont dysphasiques ou qui ont des troubles de l'attention. Donc quand le ministère de la Santé dit la dyspraxie n'existe pas, il faut lui répondre, et on essaye de lui répondre. Elle existe rarement seule, mais elle existe. Ça veut dire par exemple que pour la dyspraxie, il y a un quart des dyspraxiques qui ne sont que dyspraxiques. Les autres ont autre chose. Aujourd'hui, la scolarisation et les modes d'inclusion, c'est quoi? Eh bien, 90% des enfants sont en inclusion ordinaire, sans adaptation, sans ajustement. Alors, quelle solution? Effectivement, des stratégies thérapeutiques et coopératives entre les enseignants et les services de soins. Il faut absolument que les rééducateurs non seulement communiquent avec les enseignants, mais qui rentrent dans le collège. Il faut probablement des CESAD nouvelle génération. Dans la capacité de créer des places de CESAD adaptées aux troubles des apprentissages, le plan gouvernemental jusqu'en 2013 est quasi nul. Donc demain, si nous voulons des structures de soins coordonnées, appelées de ses voeux par l'Éducation nationale et par le ministère de la Santé et par le secrétariat d'État aux solidarités, il faut une politique de soins coordonnée. Un CESAD, ça n'a pas d'intérêt pour 5 enfants et c'est insupportable pour 80. J'en sais quelque chose, ma fille est accompagnée par un CESAD qui a 84 enfants. Donc l'équation, c'est quoi? Convaincre les agences de santé avec l'éducation nationale que tout le monde y gagne. L'éducation nationale, parce que peut-être qu'on arrivera à faire de l'inclusion ordinaire, c'est-à-dire autre chose que des CLIS et des ULIS pour un certain nombre de troubles des apprentissages, et que ça rassurera les enseignants du système général ou ordinaire, d'accord? Et surtout qu'il y aura une coopération pour fabriquer des solutions plus reproductibles, plus emblématiques, plus utiles au plus grand nombre,
au travers de services de soins et de CLIS et d'ULIS.